À la réunion de famille, mon mari a paradé sa maîtresse et son fils, exigeant un divorce public. J'ai juste souri froidement. Très bien, nous allons nous séparer, attends juste un instant que l'hélicoptère de papa vienne me chercher. La salle de bal de l'historique domaine familial de Montaigne en Normandie brillait sous une mer de lumière. De massifs lustres en cristal projetaient des reflets éblouissants à travers la pièce. Je me tenais seul près d'une table haute de cocktails dans le coin, passant mes doigts le long du rebord de mon verre de cabernet, observant la foule avec une indifférence totale. Ce soir était le grand gala célébrant le 70e anniversaire d'Henri de Montaigne, le patriarche de la famille. Pratiquement toutes les figures influentes de la haute société parisienne étaient présentes. Au milieu des cliquetis de verre et des conversations superposées, les faux sourires et les courtoisies vides abondaient. Je m'appelle Calliope Beaumont. Pendant 3 ans, j'avais été mariée à Thibaut de Montaigne. Et pendant ces 3 années, j'avais été complètement invisible. Que fais-tu là toute seule, Calliope ? Delphine de Montaigne, ma belle-sœur, s'approcha avec une flûte de champagne et un sourire dégoulinant de supériorité. Mon frère a amené un invité très spécial ce soir. Tu ne vas pas lui dire bonjour ? Je sentis mon cœur rater un battement, mais mon visage resta un masque impénétrable. Quel invité ? Va voir par toi-même, répondit Delphine avec un clin d'œil, incapable de cacher l'excitation joyeuse que le spectacle imminent lui procurait. Je te garantis que tu auras une surprise. Mon intuition me hurlait que quelque chose n'allait pas. Je posai mon verre sur la table et me frayai un chemin à travers les invités vers la table principale. Les gens s'écartaient automatiquement pour me laisser passer. Dans leurs yeux, je vis la pitié, la curiosité, et surtout, le frisson d'anticiper un scandale majeur. En bout de table était assis Thibaut à côté de son père, impeccablement vêtu d'un smoking sur mesure avec un sourire arrogant plaqué sur son visage. À sa droite, une femme s'appuyait intimement contre lui. Elle portait un élégant tailleur Chanel sur mesure qui avait coûté une fortune et un maquillage impeccable. Dans ses bras, elle tenait un petit garçon, pas plus de 2 ans. L'enfant avait exactement les mêmes yeux et le même front que Thibaut. C'était une copie conforme. Mes pas s'arrêtèrent. Des chuchotements commencèrent à se propager autour de moi. Oh mon Dieu! Est-ce la maîtresse de Thibaut? Comment ose-t-il l'amener à la fête d'anniversaire du patriarche? Regardez le garçon. C'est le clone de Thibaut. C'est l'humiliation ultime pour sa femme. J'ai entendu dire que Thibaut essayait de la divorcer depuis des années. Mais cette fille Calliope refuse de partir. Mes mains tremblèrent légèrement sur mes côtés tandis que mes ongles parfaitement manucurés s'enfonçaient dans mes paumes. Ce n'était pas que j'ignorais les infidélités de Thibaut au cours des 3 dernières années. J'imaginais simplement jamais qu'il irait jusqu'à parader publiquement sa maîtresse et leur enfant illégitime devant toute notre famille, nos amis et la presse. Il piétinait ma dignité devant toute la ville. Thibaut me repéra immédiatement. Il leva sa coupe de champagne et se leva. Sa voix résonna avec une telle force que toute la salle de bal devint silencieuse. Mesdames et messieurs, profitant du 70e anniversaire de mon père, je voudrais faire une annonce. Tous les regards se tournèrent vers lui. Puis vers moi, Thibaut s'approcha de la femme, prit sa main et souleva le petit garçon avec son autre bras. Voici ma compagne, Maëva, et voici mon fils, Sylvain. Ce soir, je voulais vous les présenter officiellement à tous. La salle éclata en halètements. Je pouvais sentir des centaines de regards me transpercer comme des poignards. Certains offraient de la sympathie, d'autres de la moquerie. La plupart attendaient juste l'accident de voiture. Ma belle-mère, Coralie, fut la première à se lever. Rayonnante, elle se précipita vers eux. Oh, regardez comme mon petit Sylvain est beau. Viens voir ta grand-mère. Elle prit le garçon dans ses bras, le couvrant de baisers et d'une chaleur maternelle qu'elle ne m'avait jamais montrée une seule fois. Mon beau-père, Henri, ne dit pas un mot, mais son silence était un soutien assourdissant. Toute la famille était au courant. J'étais la seule à avoir été tenue dans l'ignorance. Finalement, Thibaut me regarda. Ses yeux étaient aussi froids que s'il regardait une étrangère. Il n'y a plus d'amour entre nous. Ce soir, devant tout le monde, je veux que tu signes cet accord de divorce.
Terminons cela civilement. Il tira un document juridique plié de la poche intérieure de sa veste et le jeta sur la table principale. Le papier blanc épais atterrit parmi les fines assiettes en porcelaine, attirant l'attention de tous. Maëva s'accrocha plus fort au bras de Thibaut et me lança un sourire triomphant. Calliope, je suis tellement désolée. Thibaut et moi nous aimons vraiment. Ne t'inquiète pas. Je prendrai très bien soin de lui et de Sylvain. Mon estomac se tordit violemment, mais je forçai ma colonne vertébrale à rester droite comme un i. 3 ans d'humiliation, de souffrance et de résignation montèrent à ma gorge en un seul instant. Même ainsi, je refusai catégoriquement de pleurer devant eux. Ne sois pas ingrate, Calliope, claqua Thibaut, son visage se durcissant quand il me vit immobile. J'ai rédigé un accord très généreux. Tu recevras 1,5 million d'euros en pension alimentaire. C'est plus que suffisant pour vivre confortablement le reste de ta vie. Si tu sais ce qui est bon pour toi, signe les papiers et pars. Ne fais pas de scène. 1,5 million d'euros. Pendant mes 3 années avec les de Montaigne, j'avais pris soin de ses parents vieillissants, géré leur vaste domaine, diverti leurs clients et même liquidé mes propres biens personnels pour renflouer sa société d'une crise de liquidité massive. Et maintenant, il pensait pouvoir me jeter pour 1,5 million d'euros. Thibaut, n'oublies-tu pas quelque chose ? Ce fut la première fois que je parlais. Ma voix était si calme qu'elle me surprit moi-même. Quand la chaîne d'approvisionnement de votre entreprise s'est effondrée l'année dernière, qui a écrit le chèque de 2,5 millions d'euros qui a sauvé l'entreprise ? La moitié des capitaux propres actuels de Propriété Montaigne repose sur mon argent. L'expression de Thibaut changea. Tu as fait ça de ton plein gré ? Je laissai échapper un rire sec et creux. Oui, parce que j'étais naïve. Je croyais en fait que tu possédais encore un minimum de gratitude et de décence. Assez de ces bêtises, cracha Thibaut, son embarras se transformant en rage. Considérez cet argent comme un prêt. Je te le rembourserai après le divorce. Maintenant, signe ces satanés papiers et arrête de te ridiculiser. Je le regardai, me ridiculiser. Lentement, je balayai la salle de bal du regard, observant les visages moqueurs et les expressions de fausse pitié. Qui se ridiculise ici ? Tu as amené ta maîtresse et ton fils bâtard au gala du 70e anniversaire de ton propre père. Tu tentes publiquement d'extorquer ta femme légale pour obtenir un divorce. Thibaut, quand cela fera la une du Figaro Économie demain, crois-tu honnêtement que c'est ma réputation qui sera ruinée ? Les invités commencèrent à murmurer intensément. Plusieurs hochèrent discrètement la tête en signe d'accord. Delphine perdit patience. Calliope, arrête de tenter ta chance. Le fait que mon frère te donne le moindre centime est un acte de charité. Pour qui te prends-tu ? Delphine a raison, railla Coralie, serrant l'enfant. Tu es mariée à mon fils depuis 3 ans, et ton ventre a été complètement inutile. Tu n'as même pas pu lui donner un héritier, et tu t'attends toujours à garder ta place ? Les de Montaigne ont besoin d'un successeur. Nous ne laisserons pas notre lignée s'éteindre à cause de toi. Ces mots me transpercèrent la poitrine comme un scalpel. 3 ans auparavant, j'avais été enceinte. Mais lors d'une des crises de rage de Thibaut, il m'avait poussé si fort que j'avais heurté le bord d'un îlot de cuisine en marbre. J'avais perdu notre bébé. Depuis, ma santé n'avait jamais été la même. Les spécialistes de Paris m'avaient dit que tomber enceinte à nouveau tiendrait du miracle. Les de Montaigne connaissaient cette histoire mieux que quiconque. Pourtant, Coralie utilisait le moment le plus angoissant de ma vie pour m'exécuter publiquement. Maman, ne perds pas ton souffle avec elle. Thibaut frappa impatiemment la table de sa main, laissant tomber un élégant stylo Mont Blanc devant moi. Calliope, vas-tu signer ou non ? Parce que si tu ne le fais pas, mes avocats déposeront une demande de divorce contentieux lundi, et je m'assurerai personnellement que tu ne reçoives absolument rien. Maëva feignit une larme, jouant la victime fragile. Calliope, s'il te plaît, laisse-nous vivre nos vies. Sylvain est encore un bébé. Il a besoin d'une famille complète. Tais-toi. Je ne la regardai même pas. Mes yeux restèrent entièrement fixés sur Thibaut. Es-tu absolument sûr de cela ? Es-tu vraiment prêt à brûler tout pont restant entre nous pour elle ?
Thibaut soutint mon regard sans ciller. Je n'ai jamais été aussi sûr d'une décision de ma vie. Je ne supporte plus de respirer le même air que toi une seconde de plus. Silence. Toute la salle de bal sombra dans un calme étrange et suffocant. Ils s'attendaient tous à ce que je crie, que je pleure, ou que je fasse une crise hystérique, mais je ne fis rien de tout cela. Je souris. C'était un sourire serein, presque glaçant, un sourire qui sembla faire baisser la température de la pièce de 10 degrés. Très bien, c'est fini. Dès que les mots quittèrent ma bouche, je pris le stylo et signai élégamment mon nom sur l'accord de divorce. Thibaut se figea. Il était évident qu'il n'avait jamais imaginé que je céderais si facilement. Le visage de Maëva s'illumina d'un sourire victorieux, tandis que ma belle-mère semblait absolument ravie. Tu aurais dû faire ça il y a 1 heure, marmonna Coralie avec dégoût. À cet instant précis, un rugissement assourdissant retentit de l'extérieur du manoir. Le battement puissant et rythmique des pales d'hélicoptère s'approcha rapidement, faisant vibrer les immenses fenêtres du sol au plafond. Tout le monde leva instinctivement les yeux. Je posai soigneusement le stylo sur la table, lissai ma robe de soirée, et un sourire lourd de sens toucha mes lèvres. Ah, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Je levai la tête et transperçai la foule de mon regard, observant l'élégant hélicoptère noir Dauphin AS-365 qui venait de se poser sur la pelouse immaculée du domaine. L'hélicoptère de mon père est là. Je dois y aller. Silence absolu. Le visage de Thibaut se vida de toutes couleurs. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je le fixai. J'ai dit, j'articulai chaque syllabe avec une clarté cristalline pour que toute la pièce puisse entendre. Mon père, Marc Beaumont, président directeur général de Beaumont Global Holdings, a envoyé son hélicoptère me chercher. Impossible, cria Delphine, sa voix se brisant. Tu nous as dit que ton père était un ouvrier sidérurgiste en Bretagne. Je souris doucement en me tournant vers les massives portes en acajou. Un ouvrier. C'était simplement la version de l'histoire que la famille de Montaigne méritait d'entendre. La salle de bal explosa dans un chaos absolu. Beaumont Global. Il n'y a qu'une seule entreprise avec ce nom. Marc Beaumont, l'homme le plus riche de Paris. Il est dans le top 10 de la liste Forbes. Oh mon Dieu. Calliope est la fille de Marc Beaumont. Les de Montaigne sont finis. Ils viennent de chercher querelle avec la seule famille capable de les rayer de la carte du jour au lendemain. La voix de Thibaut résonna derrière moi, empreinte d'une panique que je ne lui avais jamais entendue. Calliope, attends. Pouvons-nous parler? Je ne me retournai même pas. Mes talons claquèrent sèchement sur le sol de marbre. Clic, clic, clic. Un rythme ferme, élégant et autoritaire. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand. Le vent nocturne, fouetté par les rotors de l'hélicoptère, s'engouffra à l'intérieur, ébouriffant violemment mes cheveux. À l'entrée attendaient 2 hommes en costume tactique noir impeccable. Tous deux firent une légère révérence. Mademoiselle Beaumont, le président vous attend. Je m'arrêtai une fraction de seconde, jetant un dernier regard au cirque pathétique que je laissais derrière moi. Thibaut m'avait poursuivi. Son visage était une peinture horrible de regret, de terreur et d'incrédulité absolue. Derrière lui, le sourire triomphant de Maëva avait complètement disparu, remplacé par une pâleur fantomatique. Coralie ne pouvait même pas tenir debout. Elle s'était effondrée sur une chaise, ses jambes ayant lâché. Calliope. Thibaut tendit la main, essayant de me saisir le bras. Je ne savais pas. Je te jure, je n'avais aucune idée de qui tu étais. Je reculai, évitant son contact comme s'il s'agissait d'une maladie infectieuse. Thibaut. Je le regardai avec un 0 absolu dans les yeux. Garde le 1,5 million d'euros et achète quelques sacs à main à ta nouvelle femme. Je fis une pause. Pour ma famille, nous ne remarquons même pas quand nous égarons ce genre de monnaie. Considérez cela comme un don à un chien errant. Sur ce, je marchai droit vers l'hélicoptère. Le cri désespéré de Thibaut, Calliope, fut complètement étouffé lorsque les portes de la cabine se refermèrent, me coupant à jamais du bruit et des ordures que j'avais laissées derrière moi. Alors que l'hélicoptère décollait,
je regardai par la fenêtre. Le domaine de Montaigne était en plein désarroi. Les invités se bousculaient. Thibaut était à genoux sur la pelouse immaculée, frappant le gazon de ses poings comme un fou. Je me calai contre le siège en cuir moelleux et fermai les yeux. Mon téléphone vibra. C'était un message de ma meilleure amie, Romane Aubert. « Alors, Votre Altesse, qu'est-ce que ça vous a fait ?» Je souris et répondis. « Acceptable. » Une seconde plus tard, une nouvelle notification apparut. Expéditeur, département juridique, Beaumont Global Holdings. Sujet, stratégie préliminaire pour l'acquisition hostile des propriétés Montaigne. J'ouvris l'email. La première ligne disait, évaluation terminée. Propriété Montaigne est actuellement évaluée à 450 millions d'euros. Recommandation, exécuter une stratégie d'acquisition totale agressive. Au-delà de la vitre, la skyline illuminée de Paris ressemblait à un fleuve étoilé. Et moi, Calliope Beaumont, seule héritière de l'Empire Beaumont, venais de personnellement appuyer sur le bouton pour lancer une guerre corporative impitoyable. Tu pensais que j'étais juste une femme au foyer soumise, Thibaut. Tu ne pouvais pas te tromper davantage. L'hélicoptère passa les limites de la ville en direction du domaine Beaumont à Saint-Cloud. Alors que je regardais les millions de lumières sous moi, mon sourire s'approfondit. Quelques minutes plus tard, nous atterrissions sur l'hélisurface privée de la propriété. Le massif manoir de style Tudor, s'étendant sur près de 30 hectares, brillait de mille feux dans la nuit noire. La grande fontaine centrale scintillait comme si elle était saupoudrée de diamants concassés. Tout le périmètre était sécurisé par de hautes grilles en fer forgé et des caméras haute résolution tous les 10 mètres. La sécurité rivalisait avec un site militaire secret. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit. Notre majordome de longue date, Gilles, attendait déjà. « Bienvenue chez vous, mademoiselle Beaumont. » Il fit une légère révérence. Dans ses yeux, il y avait une chaleur sincère et une profonde inquiétude. « Monsieur Beaumont vous attend dans le bureau principal. » J'acquiesçai et montai les marches en pierre recouvertes d'un tapis rouge. C'était la maison où j'avais grandi. Quand j'avais 22 ans, aveuglé par une rébellion juvénile, j'avais insisté pour épouser Thibaut de Montaigne, un homme qui à l'époque semblait n'avoir absolument rien de substantiel. J'avais dit à mon père que même s'il n'était qu'un relatif inconnu, je l'aimais. Mon père était si furieux qu'il avait brisé son précieux décanteur en cristal ancien. Avant que je ne franchisse la porte, il m'avait dit, « Si tu passes ce seuil, ne te donne pas la peine de revenir. » Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 ans. Je n'étais jamais revenu. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que ma fierté ne me le permettait pas. J'étais terrifié de voir la déception dans les yeux de mon père, terrifié d'admettre la colossale erreur que j'avais commise. Mais maintenant, j'étais de retour dans le grand hall. Tout le personnel de maison se tenait en 2 rangées parfaitement alignées. En entrant, ils s'inclinèrent à l'unisson. « Bienvenue chez vous, mademoiselle Beaumont. » Je m'arrêtai net. Une boule se forma dans ma gorge. Rien n'avait changé. Sur le palier du grand escalier, le portrait à l'huile peint de moi quand j'avais 18 ans, était toujours à sa place. La jeune femme du tableau souriait, pleine d'illusions naïves et d'espoir. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je reviendrais à la maison complètement brisée. Calliope. Une voix grave et rocailleuse résonna de la galerie du 2e étage. Je levai les yeux. Mon père, Marc Beaumont, se tenait près des portes de son bureau. Il portait un cardigan en cachemire anthracite. Ses cheveux étaient beaucoup plus argentés qu'avant, mais sa présence restait aussi imposante qu'une force de la nature. Il m'observa en silence. Dans son regard, une tempête de douleur, de soulagement et de fureur contenue faisait rage. « Monte, dit-il, sa voix rauque. » Il se tourna et retourna dans le bureau. Je pris une profonde inspiration et montai lentement les escaliers. Les lourdes portes en chêne étaient entrebâillées. Mon père était déjà assis derrière un massif bureau en acajou. Le cendrier en cristal devant lui était jonché de cigares récemment éteints. « Assieds-toi. » Il désigna le fauteuil en cuir capitonné en face de lui. J'obéis, gardant mes mains jointes sur mes genoux comme une enfant grondée.
Après un long silence, il parla. Je sais déjà tout ce qui s'est passé ce soir avec les de Montaigne. Je ne répondis pas. Cette femme? Il fit une pause. Thibault la garde dans un appartement à Saint-Germain-des-Prés depuis 2 ans. Le garçon va bientôt avoir 2 ans. Son ton était étrangement calme, mais je connaissais trop bien mon père pour ne pas sentir la rage létale bouillir sous la surface. Depuis combien de temps le sais-tu? J'avalai difficilement. Depuis un certain temps, je baissai la tête. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait capable d'agir avec une telle cruauté. Mon père frappa sa paume à plat contre le bureau. Le verre de Bourbon tinta. Tu savais? Sa voix résonna dans la pièce. Alors pourquoi diable n'es-tu pas venu me voir? Ma fille, la fille de Marc Beaumont, traitée comme des ordures et l'avalant en silence. Je me mordis la lèvre pour retenir mes larmes. Il prit plusieurs respirations profondes, maîtrisant sa colère. As-tu honnêtement cru que parce que tu avais défié mes vœux pour épouser cet homme, tu étais obligé d'avaler chaque once d'humiliation qu'il choisissait de te servir? Les larmes jaillirent enfin. Mon père se leva, contourna le bureau et posa une grande main calleuse sur mon épaule. Ma fille idiote. Sa voix s'adoucit en quelque chose d'incroyablement tendre. Tu es ma fille. Peu importe le nombre d'erreurs que tu commets, je serai toujours l'endroit où tu pourras revenir. Cette seule phrase démolit complètement les dernières défenses qu'il me restait. Je me penchai sur le bureau et me mis à sangloter de façon incontrôlable. 3 ans de dégradation, de manipulation mentale et d'agonie silencieuse se déversèrent d'un coup. Mon père ne dit pas un mot de plus. Il resta simplement à mes côtés. Sa main ferme reposait sur mon épaule, transmettant une sécurité féroce dont j'avais oublié l'existence. Lorsque je réussis enfin à me calmer, il me tendit un mouchoir en soie. J'essuyai mes yeux rouges et gonflés. « As-tu fini de pleurer ?» demanda-t-il. J'acquiesçai silencieusement. « Bien. Maintenant, parlons affaires. » Mon père retourna à sa chaise, ouvrit un tiroir de bureau et en sortit un épais dossier, le déposant devant moi. « Lis ceci. » Je l'ouvris. C'était une analyse financière forensique et une évaluation des risques complète des propriétés Montaigne. Actuellement, la famille de Montaigne détient 67% des actions de la société. Les 33% restants sont dispersés parmi divers actionnaires minoritaires, expliqua mon père, tapotant rythmiquement le bureau d'un doigt. Henri de Montaigne est président du conseil d'administration. Thibault est le PDG. Il s'occupe principalement du développement immobilier commercial et de l'approvisionnement en matériaux de construction, mais au cours des 2 dernières années, leurs opérations ont été un désastre catastrophique. Leur ratio d'endettement dépasse largement les normes de l'industrie. Je tournai les pages une par une. À chaque ligne, mon choc s'approfondissait. Mon père avait les entrailles financières des de Montaigne étalées comme lors d'une autopsie. Il avait même obtenu la preuve que Thibault détournait discrètement des fonds de l'entreprise depuis un certain temps. Je levai les yeux. Quel est ton plan? Nos regards se croisèrent. Papa, as-tu un moyen d'acquérir l'entreprise? Un sourire prédateur s'étira sur son visage. C'était exactement ce qu'il attendait d'entendre. Il sortit une autre feuille de papier. Dessus figurait une liste d'une 12aine de noms. Ce sont les actionnaires minoritaires des propriétés Montaigne. Mon équipe les a déjà approchés. 7 sont prêts à nous vendre leur participation. Cela nous donnerait 19% de l'entreprise. Je balayai rapidement les chiffres. Nous ne devrions pas fusionner cela avec les 67% des de Montaigne, j'interrompis. Nous achetons d'abord les actions minoritaires, établissons une position, puis lançons une OPA hostile. Mon père hocha la tête avec une fierté évidente. Exactement. Il se pencha en avant. Avec ce bloc de vote, nous obtenons suffisamment de levier. Ensuite, nous exploitons la crise de liquidité des de Montaigne pour forcer Henri à vendre sa participation. Au moment où nous obtenons le contrôle majoritaire, il sourit froidement. Propriété Montaigne cessera d'exister. Cela deviendra le territoire Beaumont. Je fronçai les sourcils.
Mais les de Montaigne ne vont pas vendre leurs actions si facilement. Ils n'auront pas le choix. Sa réponse fut immédiate. Leur plus gros problème est la trésorerie. Les prêts commerciaux massifs qu'ils ont contractés arrivent à échéance le mois prochain. S'ils ne remboursent pas, les banques exécuteront les clauses et saisiront leurs actifs. Il marqua une pause. Quand ce moment arrivera, ils n'auront que 2 options. Déposer le bilan ou nous vendre l'entreprise pour une bouchée de pain. Je l'observais attentivement. Et les banques? Mon père prit une gorgée de son bourbon avant de répondre. J'ai déjà eu des conversations discrètes avec plusieurs directeurs régionaux. Il posa le verre. Tant que je ne donne pas le feu vert, aucune grande banque de Paris ne refinancera la dette de Thibaut de Montaigne. Je retins mon souffle. Mon père poussait systématiquement les de Montaigne au bord du gouffre. Ne penses-tu pas que c'est un peu trop impitoyable? Il baissa lentement son verre. Son regard me transperça. Impitoyable? Sa voix était d'un calme mortel. Ont-ils pensé à être compatissants quand ils t'ont humilié devant toute l'élite de Paris? Il resta silencieux quelques secondes. Calliope, le monde de l'entreprise est un champ de bataille. Montrer de la pitié à tes ennemis, c'est être cruel envers toi-même. Je baissai les yeux. Il avait raison. Quand Thibaut m'avait-il montré de la pitié? A-t-il tenu compte de mes sentiments quand il a fièrement paradé sa maîtresse et son enfant? M'a-t-il laissé la moindre dignité quand il a exigé un divorce devant sa famille? Je pris une profonde inspiration. Je comprends. J'acquiesçai d'un geste décisif. Papa, laisse-moi faire. Il haussa un sourcil. Je veux diriger personnellement cette acquisition. Il m'étudia longuement. Finalement, un large sourire se dessina sur son visage. Voilà l'attitude. Ça, c'est une Beaumont qui parle. Il ouvrit un autre tiroir et jeta une élégante carte centurion noir mat sur le bureau. Ce compte d'entreprise n'a pas de limite. Fais ce qui est nécessaire. Il se leva. De plus, j'ai déjà instruit les RH. Tu commences demain au siège. Ton titre est vice-présidente exécutive des fusions et acquisitions. Je pris la carte. Une chaleur intense se répandit dans ma poitrine. Merci, papa. Il me fit un signe de la main. Ne me remercie pas, va te laver le visage et dors un peu. Son expression se durcit de nouveau. Demain, tu pars en guerre. Je me levai pour partir, mais avant de sortir, je m'arrêtai près de la porte. Papa, il leva les yeux. À l'époque, j'avalais difficilement. Tu savais déjà que Thibaut n'était pas un homme bon. Mon père soupira lourdement. Je savais qu'il n'était pas digne de toi. Il marqua une pause. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait se transformer en un tel dégénéré. Je le regardai fixement. Alors pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Il sourit amèrement. Crois-tu que j'aurais pu? Ses yeux s'adoucirent. Tu as exactement le tempérament de ta mère. Plus je résistais, plus tu étais déterminé à foncer. Il soupira de nouveau. Il y a des leçons qu'une personne ne peut apprendre qu'enseignant. Je sentis ma gorge se serrer à nouveau. Mon père leva une main pour arrêter toute réplique sentimentale. Assez de mièvrerie. Il sourit faiblement. Va te reposer et demain, montre-leur ce que signifie porter le nom Beaumont. Je quittai le bureau et descendis le couloir jusqu'à ma vieille chambre. Elle était immaculée. Les draps étaient parfaitement retournés. Sur la table de nuit se trouvait un vase de mes lys blancs préférés. Le dressing avait été entièrement modernisé. Des costumes de direction sur mesure des meilleurs designers tapissaient les portants. Des dizaines de paires de chaussures de luxe étaient parfaitement alignées. Mon père avait attendu 3 ans que je revienne à la raison. Après une douche chaude, je m'allongeai dans mon lit et vérifiai mon téléphone. Il y avait des dizaines de messages non lus. La plupart venaient de Thibaut. Calliope, où es-tu? Nous devons parler. Je sais que j'ai foiré. S'il te plaît, donne-moi juste une chance d'expliquer après 3 ans ensemble. S'il te plaît. Puis quelques-uns de Maëva.
Calliope, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée que tu étais l'héritière Beaumont. Je quitte Thibaut immédiatement. Je le jure. S'il te plaît, ne détruis pas notre famille. Sylvain est innocent. Ne décharge pas ta colère sur un enfant. Je ricanai de pur dégoût. Je supprimai les conversations et bloquai les 2 numéros. À ce moment précis, le téléphone sonna. C'était Roman. Oh mon Dieu, Cal, tu as fait exploser Internet. Sa voix bourdonnait d'adrénaline. Le gala d'hier soir est partout sur page 6 et tous les blogs de la haute société. Ils disent que Thibaut a failli s'évanouir quand l'hélicoptère a atterri. Il y a même des rumeurs selon lesquelles son père aurait eu une légère crise cardiaque et aurait été transporté à l'hôpital Saint-Louis. Je répondis avec un calme total. Roman éclata de rire. Sais-tu quelle est la narration à la Bourse de Paris aujourd'hui? Elle n'attendit pas ma réponse. Que les de Montaigne viennent de commettre le plus grand suicide financier de l'histoire. Tout le monde dit que tu as fait le coup de l'agent dormant le plus légendaire de tous les temps et que Thibaut de Montaigne est l'homme le plus fade et le plus stupide de l'Est de la France. Je souris. Laisse-les parler. Attends, le meilleur est encore à venir. Son ton devint conspirateur. Tu connais Monsieur Abernathy, le plus grand fournisseur des de Montaigne? Hier soir, il a personnellement appelé Thibaut et a annulé tout leur contrat. Je fronçai légèrement les sourcils. Pourquoi? Roman pouffa. Parce que sa femme joue au tennis avec ta tante et qu'il est terrifié de se mettre à dos Marc Beaumont. Je ne pus m'empêcher de rire. Après avoir raccroché, je fixai le plafond. L'image de Thibaut courant désespérément après l'hélicoptère me traversa l'esprit. Ce n'était que l'apéritif. Thibaut de Montaigne, je vais extraire chaque goutte de douleur que tu m'as causée, et je vais percevoir des intérêts. Le lendemain matin, je vêtis un costume Tom Ford blanc impeccablement coupé et une paire de talons Christian Louboutin exclusifs. J'entrai dans le grand hall de Beaumont Global Holdings. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent de choc avant qu'elle ne se lève d'un bond. Bonjour, mademoiselle Beaumont. J'acquiesçai d'un léger sourire et me dirigeai directement vers les ascenseurs exécutifs. Juste au moment où les portes se refermaient, une main surgit pour les arrêter. Un homme aux lunettes à monture métallique et plusieurs dossiers sous le bras entra. Tiens, il marqua une pause, puis offrit un sourire poli et calculé. Bonjour. Je suis Victor Moreau, le nouveau directeur des acquisitions. Je l'étudiais. Il semblait avoir une trentaine d'années, avec des traits acérés et cette confiance tranquille et mortelle, unique au meilleur loup de Wall Street. J'étendis ma main. Calliope Beaumont. Il la serra. Ses doigts étaient froids. J'ai beaucoup entendu parler de vous. L'ascenseur tinta au dernier étage. Nous marchâmes côte à côte. Alors que nous nous dirigions dans le couloir moelleux, il commenta nonchalamment. J'ai entendu dire que la nouvelle vice-présidente exécutive prenait les rênes du département M&A. Il me lança un regard furtif. Je pensais que vous pourriez être intéressé par une plongée beaucoup plus profonde dans Propriété Montaigne. Je m'arrêtai et le regardai dans les yeux. Que essayez-vous exactement de dire? Victor ajusta ses lunettes, son sourire restant parfaitement placide. Rien en particulier. Il se trouve juste que j'ai un audit légal assez complet sur Propriété Montaigne. Je pensais qu'il pourrait vous être utile pour vos intérêts actuels. Je l'observai quelques secondes. Puis je souris. Parfait. Apportez-le à mon bureau. Intéressant. Très intéressant. Mon bureau occupait un coin du dernier étage, offrant une vue panoramique sur la skyline de Paris et la Seine. Assise dans le grand fauteuil en cuir, j'ouvris le dossier que Victor avait laissé sur mon bureau. Plus je lisais, plus j'avais envie de rire. Propriété Montaigne était infiniment plus pourrie que je ne l'avais imaginé. De l'extérieur, cela ressemblait à une firme immobilière géante. À l'intérieur, c'était une termitière à quelques secondes de l'effondrement. Leur compte affichait 30 millions d'euros de créances, mais la grande majorité était essentiellement des créances douteuses. Ils étaient en retard de plus de 90 jours sur un prêt commercial de 11 millions d'euros.
Pour aggraver les choses, ils avaient eu recours à un financement mezzanine à haut rendement avec des taux d'intérêt absolument prédateurs. Mais le vrai coup de grâce se trouvait à la fin du rapport. Thibault avait utilisé des fonds de l'entreprise pour acheter un Pantouse de 3 millions d'euros à Saint-Germain-des-Prés pour sa maîtresse. Il avait acheminé l'argent par le biais d'une société écran et l'avait comptabilisé comme marketing et relations publiques. Marketing de son aventure. Je fermai le dossier et massai mes tempes. On frappa à la porte. Victor entra, portant une tasse de café noir. « Avez-vous fini de lire, mademoiselle Beaumont ?» J'acquiesçai. « Oui. » Je poussai le dossier de côté. « Où avez-vous exactement obtenu tout cela ?» Victor posa le café sur mon bureau et s'assit en face de moi. Avant de venir chez Beaumont Global, j'ai travaillé comme auditeur légal pour l'un des Big Four. Propriété Montaigne était notre client pendant une brève période. Lorsque j'ai démissionné, j'ai gardé des copies de certaines irrégularités plutôt fascinantes. Je plissai les yeux. Ne craignez-vous pas d'être en infraction avec l'AMF ou de violer un accord de confidentialité ? Victor haussa les épaules avec une nonchalance absolue. Peur de quoi ? Il sourit. Je n'ai rien volé. La plupart de ces données proviennent de documents publics cachés derrière une comptabilité délibérément obscurcie. N'importe qui pourrait les trouver, à condition de savoir où chercher et d'avoir la patience de reconstituer le puzzle. Je le regardai un instant. Alors pourquoi me le donner ? Une étincelle d'ambition pure brilla derrière ses lunettes. Parce que j'ai le sentiment très net que parier sur Calliope Beaumont sera infiniment plus profitable que de continuer à prendre des ordres d'un incompétent comme Thibault de Montaigne. Je pris une gorgée de café. Je ne répondis pas. Cet homme était dangereux, extraordinairement intelligent, et il n'avait clairement pas l'intention d'être un subordonné toute sa vie. Mais pour l'instant, ses ambitions s'alignaient parfaitement avec les miennes. Puisque vous êtes si compétent, je posai la tasse. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Dites-moi. Organisez des réunions privées avec chaque actionnaire minoritaire des propriétés Montaigne. Je le regardai dans les yeux. Je veux un face-à-face avec chacun d'eux. Victor hocha la tête. Considérez cela comme fait. Il se leva pour partir. Attendez. Il se retourna. Une chose de plus. Enquêtez sur Maëva Dubois. De son acte de naissance à ce matin. Je veux savoir qui tire réellement les ficelles derrière elle. Les yeux de Victor brillèrent d'approbation. Rien ne vous échappe, n'est-ce pas ? Il sourit. En fait, j'ai déjà effectué une vérification préliminaire. Je haussai un sourcil. Elle a 26 ans. A grandi dans une vieille ville industrielle en Bretagne. A déménagé à Paris après l'université. A travaillé comme serveuse dans un lounge exclusif du Marais. Y a rencontré Thibault. Est tombée enceinte peu après. J'acquiesçai lentement. Ça semble classique. Victor marqua une pause comme s'il attendait ce moment précis. Sauf que j'ai trouvé quelque chose de très particulier. Je sentis un nœud se former dans mon estomac. La mère de Maëva, dit Victor avec un calme glaçant. Martine Dubois, a travaillé comme femme de chambre au domaine Beaumont il y a 20 ans. Ma main se figea sur ma souris. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Victor baissa la voix. Martine Dubois a travaillé pour votre famille pendant 3 ans. Elle a été renvoyée après avoir été accusée d'avoir volé plusieurs bijoux. Peu après, elle a disparu sans laisser de traces. Mon esprit passa en mode surmultiplié. Il y a 20 ans, j'aurais eu 7 ou 8 ans. Je me souvenais vaguement d'une femme de chambre nommée Martine. Elle me donnait des bonbons en douce quand personne ne regardait. Et puis un jour, elle était partie. Ma mère m'avait dit qu'elle était retournée dans sa ville natale. Était-il possible que Maëva ait délibérément ciblé Thibault pour se venger de ma famille ? Est-ce que tout cela n'était qu'une simple infidélité ou faisait partie d'une conspiration beaucoup plus vaste et insidieuse ? Je pris une profonde inspiration pour contenir la montée d'anxiété. Pour l'instant, cela reste entre nous. Victor hocha la tête. Je vais d'abord organiser les réunions des actionnaires.
Après son départ, je m'assis face à l'immense fenêtre, contemplant les gratte-ciel. Si Martine Dubois avait travaillé pour ma famille, alors ce n'était jamais juste une histoire de mari infidèle. Je pris mon portable et appelai mon père. Papa, te souviens-tu d'une femme de chambre nommée Martine Dubois qui a travaillé pour nous il y a environ 20 ans? Il y eut un lourd silence à l'autre bout du fil. Pourquoi demandes-tu cela? J'ai trouvé un lien. Je pris une profonde inspiration. La mère de Maëva est Martine Dubois. Le ton de mon père changea instantanément. Es-tu absolument certaine? Toutes les données indiquent que oui. Je pouvais entendre ses pas dans son bureau. Martine a été renvoyée parce qu'elle a volé plusieurs broches en diamant appartenant à ta mère. Il marqua une pause. Ta mère avait un cœur trop bon. Elle a refusé de porter plainte. Il resta silencieux quelques secondes avant de continuer. Si cette fille est vraiment sa fille, il est fort probable qu'elle ait ciblé Thibaut pour infiltrer notre famille et nous humilier. J'acquiesçai lentement. Compris. Comment veux-tu jouer cela? Sa réponse fut immédiate. Utilise l'information. Sa voix était de glace. S'ils veulent jouer à un jeu d'escroquerie, nous allons leur rappeler que la banque gagne toujours. Je raccrochai, ouvris mon ordinateur portable et commençai à rédiger les documents d'acquisition agressive pour les propriétés Montaigne. À 14 heures, Victor orchestra ma première réunion. L'invité était Gédéon Valois, un promoteur immobilier commercial chevronné qui détenait 8% des propriétés Montaigne. Valois était un homme costaud d'une 50aine d'années, portant une cravate ridiculement voyante et arborant le sourire d'un politicien. Il entra dans la salle de conférence, me serrant la main avec enthousiasme. Mademoiselle Beaumont, un véritable honneur de rencontrer la fille de Marc Beaumont. Vous êtes son portrait craché. Je fis un geste vers la chaise. Monsieur Valois, sautons les formalités. J'attendis qu'il s'asseye. Je suis ici parce que je veux acheter votre participation de 8% dans les propriétés Montaigne. Son sourire faiblit une fraction de seconde avant qu'il ne se reprenne. Avec tout le respect que je vous dois, Montaigne traverse une période difficile. Henri et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Il ne serait pas juste de quitter le navire maintenant. Je souris faiblement. Je fis glisser l'audit légal de Victor sur la table. Un navire solide, à condition que les termites n'aient pas mangé la coque. Je lui ouvris le dossier devant lui. Regardez. Valois commença à lire. En quelques secondes, la couleur s'est complètement drainée de son visage. Ceci prouve le détournement de fonds. Je me calai confortablement dans ma chaise. Thibaut de Montaigne a utilisé des fonds de l'entreprise pour acheter de l'immobilier de luxe à sa maîtresse. Tôt ou tard, l'AMF et le fisc vont découvrir cela. Quand cela arrivera, les retombées seront apocalyptiques. Valois déglutit difficilement. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je le coupai immédiatement. Tout. Vous avez un devoir fiduciaire en tant qu'actionnaire. Mon ton devint tranchant. Lorsque les autorités gèleront les actifs des de Montaigne et que les créanciers forceront la liquidation, ces 8% que vous détenez ne vaudront pas le papier sur lequel ils sont imprimés. Je me penchai en avant. Vendez-le-moi maintenant. Vous récupérez entièrement votre investissement initial. Valois essuya la sueur de son front avec un mouchoir de poche. Mademoiselle Beaumont, vous me mettez dans une position très difficile. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. Sans me retourner, je dis, non, je vous lance une bouée de sauvetage. Je me retournai lentement. Je vous paierai une prime de 10% au-dessus de la valeur marchande actuelle. Je fis une pause, laissant le silence planer. Et lorsque Beaumont Global absorbera la société, nous lancerons plusieurs projets de développement urbain massif. J'adorerais inclure votre entreprise parmi nos entrepreneurs préférés. Les yeux de Valois s'écarquillèrent. Êtes-vous sérieuse? Je le regardai droit dans les yeux. Calliope Beaumont tient toujours parole. Valois frappa la table de sa main. Marché conclu. Au cours des 3 jours suivants, je rencontrai cet actionnaire. J'acquis avec succès 19% des propriétés Montaigne.
Ajouté aux actions que mon père contrôlait déjà discrètement par le biais de sociétés écrans, nous détenions une majorité de 38% de l'entreprise. Ce n'était pas encore la majorité, mais c'était plus que suffisant pour bloquer les décisions, lancer des guerres par procuration et déstabiliser complètement le conseil d'administration. Et les de Montaigne ne se doutaient même pas que la guillotine était déjà posée sur leur cou. La 4e nuit, je révisais des modèles financiers dans mon Penthouse quand le téléphone sonna. C'était Roman. Cal. Sa voix était frénétique d'excitation. Ouvre Instagram. Les de Montaigne sont en train d'imploser. J'ouvris l'application. Delphine venait de poster une story. Il y a des gens si parasites et ingrats qu'ils passent 3 ans à s'accrocher à notre famille. Et dès qu'ils retournent à l'argent de papa, ils essaient de nous détruire. Dégoûtant. 6 juin, une photo peu flatteuse et mal éclairée de moi lors du gala. Je fis une capture d'écran. Merci pour l'info, répondis-je calmement. J'envoyai immédiatement un message à Victor. Lance la phase 2. Le lendemain matin, un exposé d'investigation explosif fit la une du Figaro Économie et devint viral sur les réseaux sociaux. Propriété Montaigne engloutie dans un scandale de détournement de fonds. Fonds de l'entreprise utilisé pour acheter un Penthouse de luxe à Saint-Germain-des-Prés pour la maîtresse du PDG. L'article présentait des photos haute résolution de paparazzi de Thibaut et Maëva entrant ensemble dans l'immeuble Côte d'Or. Il incluait également des virements bancaires partiellement expurgés des comptes de l'entreprise Montaigne. Internet devint fou. Ce n'était plus un juteux divorce de milliardaires. Maintenant, il parlait de fraude fédérale par virement bancaire. Humain poubelle trompe sa femme et vole. Utilise l'argent des investisseurs pour entretenir une maîtresse. Profite de la prison fédérale. Il a essayé de jeter sa femme. Lorsque la cloche sonna, l'action de propriété Montaigne chuta instantanément. La chute libre fut si violente que la négociation fut automatiquement suspendue. Simultanément, les banques rejetèrent officiellement la demande de prolongation de prêt d'Henri de Montaigne. Motif, risque opérationnel extrême et litige imminent. L'empire de Montaigne s'effondrait. Assise dans mon bureau, je regardais silencieusement le cours de l'action s'effondrer. Victor entra, portant un iPad. Il avait l'air de s'amuser. Mademoiselle Beaumont, il sourit. Thibaut de Montaigne est en bas dans le hall. Il exige de vous voir. Je ne levai même pas les yeux. Je suis occupé. Victor laissa échapper un petit rire. Il dit qu'il ne partira pas avant de vous avoir parlé. Il fait tout un spectacle. Il me tendit l'iPad. Les chaînes d'information locales avaient déjà dépêché des unités mobiles. Je regardais l'écran. Est-ce qu'il aime vraiment autant se ridiculiser? Sur le direct, Thibaut faisait les 100 pas frénétiquement dans le hall de Beaumont Global. Il avait l'air complètement brisé. Son costume était froissé, sa cravate de travers, et de profonds cernes pendaient sous ses yeux. Il ne restait absolument rien de l'homme arrogant qui, à peine 5 jours auparavant, avait essayé de me jeter comme une ordure. Des microphones étaient poussés devant son visage par des journalistes agressifs. Thibaut, les allégations de détournement de fonds sont-elles vraies? Êtes-vous ici pour supplier votre ex-femme de renflouer votre entreprise? Thibaut ignora la presse, fixant désespérément les ascenseurs exécutifs privés. Laissez-le attendre. Je rendis l'iPad à Victor. S'il veut faire un cirque, qu'il reste là jusqu'à ce que ses jambes lâchent. Cela prit 3 heures. Pendant ce temps, Thibaut tenta à plusieurs reprises de passer les tourniquets de sécurité. Les gardes de Beaumont le bloquèrent physiquement à chaque fois. Il essaya même de soudoyer la réceptionniste. Elle répondit assez fort pour que chaque micro de caméra puisse l'entendre. Les employés de Beaumont Global n'acceptent pas les pots de vin, monsieur. Tout l'étage exécutif regardait le direct. Des rires résonnaient dans les couloirs. À 17h, j'emballai mes documents dans mon sac et pris l'ascenseur privé. Au moment où mon pied toucha le marbre du hall, Thibaut me repéra. Il sprinta vers moi comme un animal acculé. 2 gardes de sécurité massifs l'interceptèrent avant qu'il ne puisse s'approcher à moins de 3 mètres. Calliope. Calliope, s'il te plaît.
Sa voix se brisa. Écoute-moi juste. Je sais que j'ai foiré. Je sais. Donne-moi juste une chance de plus. Je m'arrêtai à quelques mètres de lui. Mon visage restait absolument impassible. L'homme devant moi ressemblait à un chien errant. Calliope. Thibaut commença à pleurer. De vraies larmes. Je lâchai un rire aigu. Comme c'est curieux, Thibaut. Ma voix résonna dans le hall caverneux. Quand tu as paradé ta maîtresse et ton fils bâtard devant moi. Quand tu as essayé de me forcer à signer des papiers de divorce devant toute ta famille. Je le fusillai du regard. Où était ta compassion alors? Je fis un pas de plus. Et où était ta conscience quand tu volais des fonds d'entreprise pour lui acheter un pantouse de luxe? Il secoua frénétiquement la tête. Elle m'a manipulé. Il pointa l'air comme si elle se tenait là. Elle m'a séduit. Elle s'est jetée sur moi. J'étais confus. J'ai fait une erreur. Calliope, pardonne-moi. Juste cette fois. Je jure que je ne la reverrai plus jamais. J'inclina légèrement la tête. Oh, vraiment? Je fis une pause. Et ton fils? Sa réponse vint sans une seconde d'hésitation. Je les abandonnerai. Je ne veux pas du gosse. Je ferai tout ce que tu voudras. Pardonne-moi juste. Un soupir collectif parcourut la foule de journalistes. Les obturateurs des appareils photo crépitèrent sans relâche. Je regardai Thibaut. Je ne ressentais absolument rien, seulement un dégoût profond et sans fond. Il avait abandonné sa femme pour une maîtresse, et maintenant il était parfaitement disposé à abandonner sa maîtresse et sa propre chair et son sang juste pour sauver sa peau. Cet homme n'avait aucun principe, aucune dignité, aucune âme. Sais-tu ce que je méprise le plus chez toi, Thibaut? Ma voix coupa le silence du hall. Ce n'est pas que tu m'aies trompé. Je secouai lentement la tête. C'est ta lâcheté. Je le pointai du doigt. Tu blâmes toujours les femmes pour ta propre avidité. Tu n'as même pas le courage d'assumer tes erreurs. Je pris une profonde inspiration. Pourquoi diable pardonnerais-je un lâche? Le visage de Thibaut passa du rouge écarlate au blanc cadavérique. Sa voix était à peine un murmure. Que veux-tu que je fasse? Tu veux que je me mette à genoux? Et puis, défiant toute logique, il le fit réellement. Il tomba à genoux sur le froid sol de marbre. Tout le hall devint silencieux, l'héritier des propriétés Montaigne, agenouillé devant sa future ex-femme, diffusant en direct dans toute l'Île-de-France. Calliope, sanglota-t-il ouvertement. Je t'en supplie. Arrête l'OPA hostile. Cette entreprise est l'œuvre de la vie de mon père. Tu ne peux pas la détruire. Je le regardai sans la moindre once de pitié. Thibaut. Je secouai lentement la tête. Tu te trompes. Je n'ai pas détruit les propriétés Montaigne. Tu l'as fait. Ma voix était d'un calme serein. Si tu n'avais pas détourné d'argent, si tu n'étais pas un PDG totalement incompétent, ton entreprise n'aurait jamais été exposée à une OPA. Il balbutia désespérément. Je peux réparer les comptes. Je peux remettre l'argent. J'ai juste besoin de temps. C'est trop tard. Je secouai la tête. Beaumont Global contrôle actuellement 38% des droits de vote des propriétés Montaigne. Je suis maintenant le deuxième actionnaire de votre entreprise. Je fis un pas de plus. Lors de la réunion du conseil la semaine prochaine, je soumettrai officiellement une proposition de restructuration. Les yeux de Thibaut s'écarquillèrent d'horreur. Quand as-tu fait tout cela? Je me penchai légèrement pour que seul lui puisse m'entendre. Pendant que tu passais les derniers jours à pleurer auprès de tes agences de relations publiques. Je souris faiblement. J'étudiais chacune de tes bévues financières. Ma voix baissa d'un ton. Pendant 3 ans, j'ai observé chaque décision stupide que tu prenais. J'ai mémorisé chaque vulnérabilité de ton empire. Thibaut tremblait. Il ne pouvait pas former un seul mot. Je me redressai, parlant assez fort pour que les caméras captent chaque syllabe. Au fait, j'ai entendu dire que votre père avait été admis à l'unité de cardiologie.
Je souris avec un calme glacial. Transmettez-lui mes salutations et dites-lui de bien se reposer. Je tournai le dos et me dirigeai vers les portes tournantes en verre. Derrière moi, le hurlement désespéré de Thibaut déchira l'air. Calliope. Sa voix était brisée. Tu brûleras en enfer. Je ne ralentis même pas mon pas. Sortant, je pris une profonde inspiration de l'air frais de l'après-midi. Pour la première fois en 3 ans, mes poumons se sentaient libres de toxines. Mon téléphone vibra. C'était un message de Victor. Vérifie Twitter X. Tu es le sujet numéro 1 en ce moment. J'ouvris l'application. L'image principale montrait Thibaut à genoux. Les commentaires étaient brutaux. Le voir mendier à genoux était du cinéma, notre reine. Finis-le. Joue à des jeux stupides. Perds toute ta corporation. À ce moment précis, une élégante Rolls-Royce Phantom noire glissa jusqu'au trottoir. La vitre arrière s'abaissa. Mon père était à l'intérieur. Monte. Je me glissai dans l'habitacle en cuir, aussi silencieux et sécurisé qu'un coffre-fort. La voiture se fondit sans effort dans le trafic parisien. Mon père m'étudia un instant. Tu te sens mieux? Je souris légèrement, regardant par la fenêtre. Mais ce n'est pas encore fini. Il haussa un sourcil. Qu'est-ce qui manque? Je me tournai vers lui. Je dois trouver qui tire les ficelles. Ma voix se durcit. J'ai le sentiment que tout cela a été orchestré depuis le début. Mon père resta silencieux un instant, puis il hocha la tête. Je le soupçonne aussi. Il ajusta sa veste de costume. Mes enquêteurs privés sont déjà à la recherche de Martine Dubois. Nous la localiserons sous peu. Je le regardai, reconnaissante. Merci, papa. Il offrit un sourire facile. Tu es ma fille. Qui d'autre vais-je protéger? Alors que nous remontions le quai de la Râpée, un immense panneau d'affichage électronique attira mon attention. Le bandeau d'information défilait sur l'écran. Propriété Montaigne face à une radiation de la côte suite à une enquête fédérale pour fraude. Thibaut pensait que s'agenouiller mettrait fin à tout. Il n'avait aucune idée que ce n'était que le prologue. Samedi 6 heures du matin. Mon téléphone me réveilla brusquement. Mademoiselle Beaumont. C'était Victor. Sa voix était plus tendue, beaucoup plus sérieuse que d'habitude. Nous l'avons trouvé. Je me levai d'un bond du lit. Où? Travaillant dans un restaurant minable à Belleville, près des voies ferrées industrielles. Elle s'appelle maintenant Marie Durand. Elle est plongeuse. Je vérifiai l'heure. Je m'y rends. C'est un quartier difficile. Voulez-vous que j'envoie une équipe de sécurité? Je secouai la tête. Non, je dois faire cela seul. Envoyez-moi juste l'adresse par SMS. J'enfilai un simple sweat à capuche, un jean, une casquette de baseball, et pris mes clés. Je pris mon Audi Q5 discrète et me dirigeai vers Belleville. Les tours de verre scintillantes disparurent, remplacées par des entrepôts en briques délabrées, des clôtures en grillage rouillé et des rues pleines de nids de poules. Je me gara devant un restaurant patiné appelé « Le Grill Rouillé ». Dans l'arrière-cour, une femme plus âgée vidait un seau d'eau sale dans un caniveau. Elle portait un tablier taché. Ses cheveux grisonnants et les profondes rides gravées sur son visage témoignaient d'une vie brutale. Je l'observai attentivement, essayant de retrouver la femme de chambre de mon enfance dans cette femme épuisée. Je m'approchai silencieusement. « Excusez-moi, êtes-vous déjà ouvert ?» La femme se tendit sans lever les yeux. Elle grommela. « Nous n'ouvrons pas avant 7 heures. Revenez plus tard. » Je secouai lentement la tête. Je ne suis pas venu pour un café. Je me mis dans son champ de vision. Martine Dubois. Cela fait longtemps. Le seau heurta l'asphalte avec un grand fracas. Elle releva la tête d'un coup. Une terreur pure s'empara de ses traits. Elle se précipita vers la porte arrière du restaurant. Mais je lui saisis le poignet avant qu'elle ne puisse s'échapper. « Martine, je ne suis pas là pour te faire du mal. » Ma voix s'adoucit.
Je veux juste parler de ta fille. Au moment où je mentionnais Maeva, elle commença à trembler violemment. Réalisant qu'elle ne pouvait pas se libérer, elle s'effondra contre le mur de briques, enfouissant son visage dans ses mains. Un sanglot étouffé s'échappa de sa gorge. Tu sais, je relâchai ma prise et la laissai partir. Je ne connais qu'une partie de l'histoire. Je la fixai. Je veux le reste. Je pris une profonde inspiration. Pourquoi lui as-tu fait cibler Thibaut? Était-ce une vengeance contre ma famille? Martine pleura longtemps. Finalement, elle releva la tête. Son visage maculé de larmes et de crasse. Elle secoua désespérément la tête. Ce n'était pas moi. Je n'ai jamais voulu faire de mal au Beaumont. Sa voix se brisa. Quelqu'un nous a forcés. Mon cœur battait la chamade. Qui? Elle s'effondra de nouveau. Je ne connais pas son nom. Je sais juste qu'il était riche. Très puissant. Il m'a trouvé il y a 3 ans. Elle haleta. Il m'a offert tellement d'argent. Il a dit que si Maeva se rapprochait de Thibaut de Montaigne et ruinait votre mariage, il nous achèterait une maison et paierait toutes mes dettes médicales. Je la regardai incrédule. Et tu as accepté? Martine ouvrit lentement sa veste. Un port de dialyse dépassait de sa poitrine. J'ai une insuffisance rénale terminale. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai besoin d'une greffe. Les frais médicaux s'élevaient à des centaines de milliers d'euros. Maeva venait de terminer ses études, noyée sous les prêts étudiants. Nous étions menacés d'expulsion. Elle ferma les yeux. Cet homme nous a dit que si nous faisions exactement ce qu'il disait, il nous sauverait. Je restai parfaitement immobile. La pauvreté et le désespoir étaient capables de pousser n'importe qui à commettre des atrocités. Je parlais doucement. Martine, si je promets de te procurer le meilleur néphrologue de la clinique des Lilas, de payer ta greffe, et de vous donner, à toi et Maeva, une nouvelle vie, m'aideras-tu à trouver l'homme qui t'a embauché? Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Êtes-vous sérieuse? J'acquiesçai. Calliope Beaumont tient toujours parole. Je sortis mon téléphone et affichai un contact. C'est le numéro de mon médecin privé. Je lui tendis l'écran. Appelle-le aujourd'hui. Je la regardai une dernière fois. Mais souviens-toi, à partir de ce moment, tu travailles pour moi. En rentrant, mon esprit tournait. Qui était l'homme dans la Maybach noire avec l'accent parisien? Pourquoi haïssait-il ma famille au point d'orchestrer une conspiration de 3 ans juste pour faire exploser mon mariage? Je pris l'autoroute et appelai mon père. Papa, je viens de parler à Martine. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles de l'ombre. Un homme d'une 50aine d'années, accent parisien, conduit une Maybach noire. Il y a 3 ans, avait eu un rival commercial assez puissant pour élaborer un plan de vengeance comme celui-ci. Mon père resta silencieux. Dans ce milieu, on se fait des ennemis chaque semaine. Mais une opération de 3 ans impliquant les de Montaigne qui nécessite un capital massif et un niveau d'obsession psychotique. Laisse-moi y regarder. En attendant, concentre-toi sur la réunion des actionnaires de Montaigne. Je raccrochai. Juste au moment où je m'engageais sur le périphérique, Roman appela. Cal. Tu ne vas pas croire qui je viens de voir. Qui? Maeva. Je prends un brunch à l'hôtel Le Crillon et elle vient d'entrer dans le hall en agissant de manière très louche. Lunettes de soleil, foulard autour de la tête, regardant par-dessus son épaule. Un frisson me parcourut l'échine. Quelle chambre? Attends. J'ai soudoyé un groom. Roman marqua une pause. Suite 1808. Elle est réservée sous une société écran, mais l'invité est un homme d'une 50aine d'années. Je pris une profonde inspiration. Conduit-il une Maybach noire? Oui. Mon sang se glaça. Roman, ne bouge pas. Ne laisse pas Maeva te voir. Je poussai l'Audi à ses limites, me frayant un chemin dans le trafic du centre-ville jusqu'à l'avenue Montaigne. Je trouvai Roman assise dans le hall de l'hôtel Le Crillon, cachée derrière une mimosa. Elle n'est pas encore descendue, chuchota-t-elle. Montons.
J'enfilai de grandes lunettes de soleil Céline. Nous prîmes l'ascenseur jusqu'au 18e étage. Le couloir était feutré, tapissé de moquettes épaisses et de appliques murales dorées. La porte de la suite 1808 portait un panneau « Ne pas déranger ». Roman et moi nous cachâmes dans une alcôve près de la machine à glaçons. 10 minutes plus tard, l'ascenseur tinta. Un homme sortit, marchant avec une aisance calculée. Il portait un costume anthracite parfaitement coupé, des lunettes à monture dorée, et ses cheveux étaient lissés en arrière. Il dégageait une aura de vieille richesse et d'impitoyabilité absolue. Roman me serra le bras. Oh mon Dieu, je l'ai reconnu instantanément. Lionel Mercier, PDG d'Apex Investissement, le plus grand rival de Beaumont Global dans le Nord-Est. Il y a 3 ans, mon père avait complètement anéanti Apex lors d'une guerre d'enchères pour un projet de casino en bord de mer de plusieurs milliards d'euros. La société de Mercier avait failli faire faillite. Lionel s'approcha de la suite, frappa 3 fois, fit une pause, frappa 2 fois. La porte s'entr'ouvrit et il s'y glissa sans un mot. Roman respirait à peine. Lionel Mercier. C'est lui qui est derrière tout ça. Je serrai la mâchoire. Oui. Et il utilise Maeva pour obtenir des informations ou pour exécuter la phase finale de son plan. Nous attendîmes encore 20 minutes. Finalement, la porte s'ouvrit à nouveau. Lionel sortit. Il ajusta sa cravate et se dirigea vers les ascenseurs. 5 minutes plus tard, Maeva sortit en douce. Elle semblait terrifiée, dardant les yeux partout avant de se précipiter vers l'escalier de secours. Je sortis mon téléphone et pris plusieurs photos haute résolution en mode rafale. Nous avons ce qu'il nous faut. Je remis le téléphone dans ma poche. Allons-y. Je déposai Roman et conduisis comme une folle jusqu'au domaine de Saint-Cloud. Au moment où je franchis les portes d'entrée, je vis mon père dans le hall. Il tenait un morceau de papier. Son visage était d'un blanc mortel. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans un mot, il me tendit le papier. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste un message tapé. Marc, le moment est venu de régler la dette d'il y a 20 ans. Un vieil ami. Je sentis tout l'air quitter mes poumons. 20 ans. Je regardai mon père. Quelle dette? Il se dirigea lentement vers son bureau. Je le suivis. Il se versa un grand verre de bourbon et le but d'un trait. Puis il me regarda. Calliope, de quoi te souviens-tu de la mort de ta mère? Je me figeai. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Elle était malade. Insuffisance respiratoire due à une maladie auto-immune. Mon père ferma les yeux. Ce n'était pas naturel. Sa voix se brisa. Elle a été assassinée. Le sol vacilla sous mes pieds. Quoi? 1 an après notre mariage, elle a commencé à tomber malade. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Il marqua une longue et douloureuse pause. Quand un toxicologue spécialisé a finalement réalisé qu'elle était lentement empoisonnée aux métaux lourds, il baissa la tête. Ses organes s'arrêtaient déjà. Il était trop tard. Des larmes brouillèrent ma vision. Qui l'a empoisonnée? Mon père répondit d'un murmure inexpressif. Martine Dubois. Il prononça le nom comme de l'acide sur sa langue. Nous la soupçonnions parce qu'elle avait accès à la nourriture, mais à l'époque, nous n'avions pas de caméra et nous ne pouvions pas le prouver. Il prit une respiration rauque. Je l'ai virée pour vol de bijoux juste pour la faire sortir de la maison. Ta mère m'a supplié de ne pas impliquer la police. Elle ne voulait pas d'un cirque médiatique pendant ces derniers mois. J'essayais d'assembler les pièces du puzzle. Alors Martine a empoisonné maman. Je levai les yeux. Mais Martine m'a dit que Lionel Mercier avait commencé à la payer il y a 3 ans. Qu'est-ce que Lionel a à voir avec quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans? Mon père fixa la lettre. C'est la pièce qui nous manque. Mon téléphone vibra. C'était Victor. Mademoiselle Beaumont. J'ai retrouvé la société écran qui payait pour la suite 1808. L'argent provient d'un compte des îles Caïmans, mais le signataire autorisé n'est pas Lionel Mercier. Qui est-ce? Désiré Dubois.
Mon père me arracha le téléphone des mains et le mit en haut-parleur. Désiré Dubois était vice-président exécutif de Beaumont Global il y a 20 ans. Sa voix était empreinte d'un pur venin. Il a vendu des données confidentielles d'enchères à nos concurrents et a failli détruire l'entreprise. Quand je l'ai attrapé, j'ai réalisé qu'il avait détourné des millions. Il a fui avant que la police judiciaire ne puisse l'arrêter. Un frisson glaçant me parcourut l'échine. Tout s'emboîta. Le vrai nom de famille de Maëva est Dubois. Ma voix était un murmure. C'est la fille de Désiré Dubois. Je ne pouvais plus respirer. Martine avait été la complice de Désiré à l'intérieur de notre maison. Désiré a utilisé Martine pour assassiner lentement ma mère par dépit. Et maintenant, 20 ans plus tard, Lionel Mercier utilisait l'argent offshore caché de Désiré pour finir le travail et détruire complètement la famille Beaumont. Victor, criai-je dans le téléphone. Où est Désiré Dubois? Silence à l'autre bout du fil. Il est mort, mademoiselle Beaumont. Il est décédé d'un cancer du foie au Costa Rica il y a 3 ans. Tout indique que Lionel Mercier a hérité à la fois de sa fortune et de sa vendetta. Lionel exécutait la vengeance d'un homme mort. Je regardais mon père avec une terreur absolue. Papa, s'ils étaient prêts à tuer maman il y a 20 ans, qu'essayent-ils de te faire maintenant? Je n'attendis pas de réponse. Je pris mes clés, sprintai vers l'Audi et retournai directement aux Pantousses de Saint-Germain-des-Prés que Thibault avait acheté pour Maëva. Le portier me laissa monter après que je lui eus discrètement glissé un billet de 100 €. Je frappai à la porte. Maëva ouvrit. Me voyant, elle tenta de la claquer, mais j'enfonçai mon talon Louis Vuitton entre la porte et le cadre et me frayai un chemin à l'intérieur. Calliope, vous ne pouvez pas simplement entrer ici. Je jetai un épais dossier sur sa table basse en verre. Des photos de sa rencontre avec Lionel. Le dossier sur Désiré Dubois. Les dossiers médicaux de l'empoisonnement de ma mère. Je la fusillai du regard. Asseyez-vous, Maëva. Ou devrais-je vous appeler Maëva Dubois? Tout le sang quitta son visage. Elle s'effondra sur le canapé. Je me tins au-dessus d'elle. Lionel Mercier n'a pas engagé ta mère par coïncidence. Ton père, Désiré Dubois, a essayé de détruire Beaumont Global il y a 20 ans. Quand il a échoué, il a utilisé ta mère pour assassiner la mienne. Non. Maëva éclata en larmes hystériques. Ma mère ne tuerait jamais personne. Lionel m'a dit que Marc Beaumont avait détruit la vie de mon père. Il m'a promis que si je ruinais ton mariage, j'obtiendrais tout l'argent que mon père avait caché. Je la regardai avec une apathie glaciale. Ton père est mort. Son visage devint complètement inexpressif. Il est mort il y a 3 ans au Costa Rica. Lionel Mercier ne fait que t'utiliser comme procuration pour accéder aux comptes offshore de Désiré. Non. Lionel a dit qu'il se cachait. Je sortis un document. Voici son acte de décès. Je le laissai tomber sur la table. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Je peux sauver ta mère. J'ai le meilleur chirurgien transplanteur de la région qui attend mon appel. Je me penchai vers son visage. Mais tu vas me dire exactement ce que Lionel Mercier prévoit de faire à mon père. Maëva se mit à trembler violemment. Elle sanglota pendant plusieurs minutes avant de finalement craquer. Lionel. Elle haleta. Lionel m'a dit que le coup final ne concernait jamais les entreprises. Elle leva les yeux écarquillés d'horreur. Il a soudoyé un jardinier de votre domaine. Son nom est Denis. Mon estomac tomba dans un puissant fond. Qu'est-ce que Denis a fait? Il a mis une neurotoxine à action lente et indétectable dans le système de filtration d'eau privée du domaine pendant des semaines. Mon sang se figea littéralement. Lionel a dit que Marc Beaumont souffrirait d'un AVC massif en moins d'1 mois. Je la regardai, horrifiée. Quand a-t-il commencé? Il y a 3 semaines. Je sprintai hors du Penthouse, appelant mon père en courant. Les portes de l'ascenseur venaient à peine de s'ouvrir quand je criai dans le téléphone. Papa, ne bois pas l'eau. Ne mange rien qui vient de cette cuisine. Je revins à Saint-Cloud à plus de 160 km/h.
Quand je franchis les portes d'entrée du manoir, je trouvai mon père dans le hall avec Gilles et deux énormes entrepreneurs de sécurité. Denis le jardinier était épinglé face contre terre sur le sol de marbre. Nous avons trouvé les flacons dans son casier, dit mon père, possédant un calme bien plus terrifiant qu'un cri. Denis sanglotait hystériquement. Je ne savais pas que c'était du poison. Il m'a dit que c'était juste un léger sédatif. Il m'a payé 50 000 €. Gilles s'avança. Dois-je appeler la police, monsieur? Non. Je pénétrai dans le hall. Mon esprit fonctionnait avec une clarté sociopathique cristalline. Si nous appelons la police maintenant, Lionel est alerté et s'enfuit dans un pays sans extradition. Je regardai mon père. Nous allons tendre un piège. Il soutint mon regard. Papa. Ma voix était d'acier. Vous allez à l'hôpital tout de suite. Au cours des 48 heures suivantes, nous avons exécuté l'une des opérations de diversion les plus brillantes que j'ai jamais vues. Des ambulances sont arrivées au domaine, sirènes hurlantes. Mon père a été transporté d'urgence à l'hôpital Saint-Louis. Victor a stratégiquement divulgué à la presse un rapport médical falsifié. Marc Beaumont dans un état critique suite à un AVC hémorragique massif. Le piège était tendu. La 3e nuit, j'ai reçu un message crypté d'un numéro inconnu. Tellement désolé d'apprendre pour votre père. Les péchés du passé nous rattrapent toujours. J'ai immédiatement transmis la localisation du pigne à Victor. Il est à l'hôtel Le Crillon. J'ai appelé la brigade financière et la section de lutte contre le crime organisé. Dites-leur que j'y vais. À 22 heures, j'ai franchi les portes dorées de l'hôtel Le Crillon. J'ai contourné la réception et pris l'ascenseur directement au 18e étage. Je portais un trench coat noir parfaitement ajusté. Dans ma poche, mon téléphone enregistrait. J'ai frappé à la porte de la suite 1808. Lionel Mercier a ouvert presque instantanément. Il portait une élégante veste de smoking en velours, un verre de bourbon à la main. Pendant une fraction de seconde, il a semblé sincèrement surpris. Puis un sourire dangereux et amusé s'est répandu sur son visage. Calliope Beaumont. Il a haussé un sourcil. Quelle surprise! Je l'ai regardé droit dans les yeux. Puis-je entrer? Lionel s'est écarté. Je suis entré. La suite était excessivement opulente. Je me suis arrêté net au centre du salon. Face à moi se trouvait l'homme qui avait tourmenté ma famille pendant des décennies. Je sais tout, dis-je, ma voix complètement dénuée d'émotion. Je sais que vous avez financé le complot pour détruire mon mariage. Je sais que vous avez utilisé l'argent de Désiré Dubois, et je sais que vous avez payé Denis pour empoisonner l'approvisionnement en eau de mon père. Lionel a pris une gorgée de son bourbon. Puis il a lâché un rire sec et désagréable. Vous êtes une fille très intelligente, Calliope. Il a souri froidement. Mais les filles intelligentes qui entrent seules dans des chambres d'hôtel? Il a fait une pause. Finissent généralement en titre tragique. Je n'ai pas scié. Tout cela parce que mon père vous a battu pour un appel d'offres de casino il y a 3 ans. J'ai fait une pause. Ou parce que vous terminez le travail que Désiré a commencé il y a 20 ans. Les yeux de Lionel se sont assombris instantanément. Votre père a détruit mon héritage. Sa voix dégoulinait de pure malice. Ce casino était l'œuvre de ma vie. À cause de Marc Beaumont, j'ai perdu mon entreprise. Ma femme m'a quitté et je suis devenue la risée du Nord-Est. Il a serré son verre fermement. Désiré m'a retrouvé avant de mourir. Il m'a donné les comptes offshore et le plan. Il a souri. Je l'ai juste exécuté. J'ai fait un pas en avant. Alors, vous admettez que vous avez tenté d'assassiner mon père? Lionel a ricané. Il est pratiquement un légume déjà. Il s'est penché vers moi. Et sans lui, Beaumont Global s'effondrera entre vos mains inexpérimentées. Il a levé son verre dans un simulacre de toast. Je gagne. Je l'ai observé en silence. Vous allez passer le reste de votre vie dans un pénitencier fédéral. Lionel a éclaté de rire. Puis il a claqué des doigts.
La porte de la chambre s'est ouverte. 4 énormes agents de sécurité privée sont sortis, lourdement armés, et m'ont encerclé. Lionel a souri. Pensiez-vous honnêtement que je n'avais pas de plan de secours? Sa voix a baissé jusqu'à un murmure. Vous allez faire un plongeon depuis ce balcon, Calliope. Il a désigné les portes vitrées. Un suicide tragique provoqué par le stress d'un divorce houleux et l'AVC soudain de votre père. Il a fait claquer sa langue. Quel dommage. J'ai regardé les 4 mercenaires. Puis j'ai regardé Lionel. Je n'ai pas scié. Lentement, j'ai fouillé dans la poche de mon trench coat. J'ai sorti une petite télécommande noire avec un seul bouton rouge. J'ai souri, un sourire psychopathe totalement détraqué. Lionel, pensiez-vous honnêtement que je monterais ici sans un? J'ai brandi l'appareil. J'ai assez de ces 4 attachés à mon torse pour transformer tout cet étage en poussière. J'ai posé mon pouce sur le bouton rouge. Si j'appuie sur ça, nous mourrons tous. L'arrogance de Lionel s'est évaporée instantanément. Il a reculé. Son visage est devenu gris. Vous bluffez. Vous êtes folle. Mes yeux ne l'ont jamais quitté. Ma mère est morte à cause de votre complice. Mon père est aux soins intensifs. Mon mari m'a trahi. J'ai hurlé avec toute la rage que j'avais refoulée. Qu'est-ce que vous croyez qu'il me reste à perdre? Les 4 mercenaires ont reculé instinctivement. Personne ne veut mourir pour un salaire. Lionel a levé les 2 mains. Attendez, Calliope, attendez. Avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot, la porte de la suite a explosé vers l'intérieur. Un bruit assourdissant a secoué la pièce. Une douzaine d'agents tactiques de la police judiciaire lourdement armés ont envahi la pièce, leurs fusils levés. Police judiciaire, jetez vos armes au sol maintenant. Les mercenaires ont immédiatement lâché leurs armes et se sont jetés au sol. Des agents ont plaqué Lionel, le frappant face contre terre sur la table basse en verre avant de lui passer les menottes. Le commandant du groupe de travail a trotté vers moi. Tout va bien, mademoiselle Beaumont? J'ai souri calmement. J'ai jeté le détonateur sur le canapé. Ce n'était que la télécommande de démarrage de mon Audi. Je vais parfaitement bien, agent. J'ai regardé Lionel. Il fixait le porte-clés de voiture sur le canapé avec un air de défaite absolue et déchirante. J'ai souri. Vous perdez, Lionel. Alors qu'il l'entraînait menotter, il a hurlé des obscénités dans le couloir. Sa voix s'est éteinte au loin, et avec elle, une vendetta vieille de 20 ans s'est enfin éteinte. Le lendemain matin, le soleil se leva sur le cimetière de la Roseraie, baignant le cimetière de lumière dorée. Mon père et moi nous tenions devant le grand mausolée de marbre appartenant à ma mère. Il semblait en meilleure santé que depuis des années. Le poids de 2 décennies de culpabilité s'était enfin envolé de ses épaules. Je déposai un bouquet de lys blanc près des grilles en fer. Je souris à travers mes larmes. Nous l'avons fait. Tu peux te reposer maintenant. Mon père posa une main lourde et chaude sur mon épaule. Tu as été magnifique, Calliope. Tu as sauvé cette famille. Je secouai doucement la tête. Nous l'avons sauvée ensemble. À ce moment précis, mon téléphone vibra. C'était un message de Victor. La réunion d'urgence des actionnaires des propriétés Montaigne commence dans 1 heure. Il en envoya un autre immédiatement après. Prête à jouer la bourreau? Je souris et répondis. En route. 1 heure plus tard, j'entrai dans la salle de conférence des propriétés Montaigne. Henri de Montaigne était assis en bout de table. Il semblait avoir vieilli de 20 ans, complètement vaincu. Thibault était assis à côté de lui, ses yeux complètement vides. Quand j'entrai, représentant officiellement le bloc majoritaire de 51%, la pièce devint silencieuse. Je ne perdis pas une seconde. Je laissai tomber les documents de restructuration sur la table en acajou. En tant qu'actionnaire majoritaire, ma voix résonna comme un marteau de juge. Je dissous officiellement le conseil d'administration actuel. Je regardai directement Henri de Montaigne. Je regardai Thibault.
Thibaut de Montaigne. Vous êtes tous deux révoqués de toutes vos fonctions exécutives. Avec effet immédiat. Je tournai la page suivante. La société sera réorganisée, renommée Nova Holdings, et entièrement absorbée par Beaumont Global. Henri ouvrit la bouche pour protester, mais ne réussit qu'à se tenir la poitrine avant de fixer le sol. Thibaut me regarda, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Calliope, murmura-t-il. Sans rompre le contact visuel, je dis, sécurité. 2 gardes s'avancèrent immédiatement. Escorter les anciens dirigeants hors du bâtiment. Alors qu'il était traîné dehors, Thibaut tourna la tête une dernière fois pour me regarder. Mais j'étais déjà penché sur les projections financières du prochain trimestre. Pour moi, Thibaut de Montaigne n'était rien de plus qu'une erreur d'arrondi insignifiante enfouie dans les pages de mon passé. Un mois plus tard, Nova Holdings tint son gala de lancement à l'hôtel Ritz Paris. Je portais une robe de soirée bleu nuit sur mesure. De la scène, j'absorbais les applaudissements retentissants de l'élite parisienne. Mon père rayonnait de fierté depuis le premier rang. Roman me fit un double pouce levé depuis la table VIP. Victor se tenait près du bord de la scène. Ses yeux reflétaient une admiration qu'il ne prenait plus la peine de cacher. Alors que la fête touchait à sa fin, je sortis sur la terrasse pour admirer la scintillante skyline de Paris. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Je suis tellement désolé, Calliope. J'espère qu'un jour vous trouverez le bonheur. Je sus instantanément que c'était Thibaut. Je supprimai le message et bloquai définitivement le numéro. À quoi pense la PDG? La voix de Victor me parvint par derrière. Il s'approcha, tenant 2 flûtes de champagne. Dans son smoking noir, il avait l'air indéniablement mortel et incroyablement beau. Il m'offrit un verre. J'admire juste la vue, je pris le verre. Il fit un demi-pas de plus. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses lunettes. Il sourit. Maintenant que la guerre corporative est gagnée, il marqua une pause. Je me demandais si vous seriez ouverte à explorer une fusion légèrement plus personnelle. Je le regardai, surprise, avant de laisser échapper un rire sincère. Victor Moreau. Je haussai un sourcil. Vous draguez votre patronne? Il trinqua doucement son verre au mien. J'explore juste des synergies stratégiques potentielles. Je regardai de nouveau la skyline étincelante. L'air nocturne était glacial, mais je me sentais plus forte, plus libre et plus vivante que jamais. Je n'avais besoin de dépendre de personne. J'avais bâti mon propre empire sur les cendres d'un cœur brisé. Je le regardai du coin de l'œil et souris avec une confiance absolue. Nous verrons, Victor. Je pris une gorgée de champagne. Nous verrons.